Bienvenue chers apprenants, c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les matins dans la salle des profs de la télévision Futur Média. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez beaucoup de tonus, j'espère aussi que la volonté est là, l'envie est là, car il faudra tenir encore quelques jours, tenir encore quelques semaines, parce que bon, c'est pas encore fini, le chemin de l'école, nous n'allons pas le reprendre de sitôt. Alors beaucoup de courage pour le réveil tôt le matin afin d'être dans la salle des profs de la télévision Futur Média qui exceptionnellement est ouverte pour vous afin de partager, afin de maintenir ce contact entre l'école et l'apprenant, entre l'enseignant et l'apprenant. Et c'est toujours un plaisir pour nous de vous servir. Docteur Massamba, toujours avec moi le matin, toujours un plaisir aussi de vous recevoir après un copieux petit déjeuner. Oui, merci. Je n'ose pas dire oui, parce que j'ai des séquelles en face de moi. Mais je voudrais te dire bonjour et réitérer tout le plaisir que nous avons, nous en tant qu'enseignants, de voir une passionnée, une journaliste passionnée partager cette salle des profs avec nous, dire à tous les enfants, n'écoutez pas vos amis qui vous envoient des photos pour vous dire qu'ils sont à la plage et que vous qui restez à la maison, vous n'êtes pas responsable. Les Wolofs disent quand un enfant a plus de temps que vous à vadrouiller, le jour où vous aurez le temps de prendre des congés, ce jour-là, il sera votre serviteur. Restez chez vous et suivez les cours. Merci de votre retour. Merci beaucoup, docteur Massamba. Avec nous, comme toujours, sur ce plateau, depuis le début de votre émission La Salle des Profs. Inspecteur Seck, inspecteur, bonjour. Merci encore d'être là. Et le petit déjeuner, il a été copieux. Vous faites un peu comme le Ngayen. En tout cas, il s'est passé des choses derrière. Il a été copié pour Khadim Gueye et Massamba Gueye. Moi, je n'ai pris que de l'eau. Juste 2 verres. Juste 2 verres. Du jus frais. Mais par contre, docteur Massamba a pris un bon café. Mais pour l'autre, c'est mon marabout. Je m'en arrête à ce niveau. Ah, d'accord. Donc, remercier encore tous les enseignants qui suivent et surtout celles et ceux qui sont à la retraite et qui ne cessent de nous envoyer des retours et des suggestions. Aujourd'hui, je vais à la Somone, par exemple, il y a Marie-Cis, une enseignante à la retraite. À Warang, il y a Omar Gumbobam, qui a fait 42 ans de service avant d'aller à la retraite. Et je pense que c'est l'occasion de les saluer et de les remercier. Et voilà, cette émission est la vôtre. Merci beaucoup, inspecteur Seck, et merci beaucoup à tous ces enseignants retraités. Ça fait plaisir d'entendre des personnes d'expérience, des personnes de terrain qui ont eu à servir leur nation, les enfants du pays, et positivement. Voilà. C'est bon, nous pouvons y aller pour le cours du jour. D'abord, comme promis hier, correction d'abord. Correction d'abord. Avant d'attaquer l'autre partie. Il y a aussi un instituteur qui est devenu DG, Papa Madindaou, que nous saluons au passage. Voilà donc la correction pour le C2. Et tout à l'heure, le professeur me disait que, en Wolof, il y a les enfants de C2 qui rivalisent d'ardeur avec les grands frères du CM2. Mais ne lâchez pas, allez-y. Moi, je suis avec vous. Voilà, donc ça, c'était le problème d'il y a 2 jours. C'était pour vous permettre vraiment de parfaire et d'avoir la meilleure solution. 2 enfants, Moussa et Kabous, se partagent un fromage ou un gâteau. Je n'ai pas mis les noms de famille, mais il s'agit bien de Moussa Diaw et de Kabous Gueye. Pesant 690 grammes. Kabous, le plus jeune, a 230 grammes de plus que Moussa. Consigne. Calcule. Tu calcules. Calcule la part de chacun et rédige ta réponse de 3 manières. Nous en avons eu 6. Je pense que tu as pu en avoir 3. Ici, on peut avoir Kabous à 460 grammes et Moussa 230. Parce que quand vous faites 460 plus 230, 690. Vous aurez 690. Donc, première vérification, on peut dire comme solution Kabous à 460 grammes et Moussa 230. Kabous a le double de Moussa. Divisons 460 par 2.
et vous aurez 230. Kabous a 230 grammes de plus que Moussa. D'accord? Puisque c'est le double et que l'autre a 2 fois 230, il est évident que Kabous a 230 grammes de plus que Moussa. Quatrième, tu l'as trouvé? Ah, merci Mamdiara. Merci. Moussa a 230 grammes de moins que Kabous. Donc là-bas, on a seulement interverti les noms. Vous voyez? Et ceci vous permet vraiment de mieux comprendre l'énoncé. 5, Moussa a la moitié de Kabous. Et ici, pour les élèves qui sont au C2 et qui font des recherches, qui sont très curieux et qui rivalisent d'ardeur avec celles et ceux du CM1 et du CM2, ils peuvent même trouver cela. Dire que Moussa a le tiers et Kabous a les 2 tiers. Voilà donc la première correction du problème qui avait été donnée il y a 2 jours. Et félicitations à tous les enfants qui ont pu avoir 3 manières de faire la réponse. Car sur les 6, je pense que c'est plus ou moins à votre portée. Voilà. Sur le deuxième cas de figure, on va y revenir tout juste après la leçon du jour. Pour ne pas que mes amis du CM2 quittent le salon. On va les retenir. Et que vous autres aussi du C2, vous pourrez en fait attendre avec eux pour savoir vraiment ce que eux aussi, ils vont devoir apprendre aujourd'hui et vous allez le faire avec eux. Aujourd'hui, nous sommes dans l'accord du participe passé qui pose beaucoup de problèmes au niveau du CM2. Il y en a même qui me disent que, et même ailleurs. Mais nous, on va se limiter à ce que nous pouvons vous donner, élèves du CM2. Pour le reste, les professeurs Nia et autres, de LPA et de l'Imam Moulay vont s'en charger quand vous serez, Inch'Allah, à ce niveau. Accord du participe passé, ce qu'il faut retenir. Et ça, par cœur ou par mémoire, il faudrait essayer de retenir ça, s'il vous plaît. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Ça, je pense que c'est sûr. D'accord? Par contre, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. On ne va pas vous dire s'accorde mais lorsque non, ça peut être compliqué pour vous. Quand c'est employé avec l'auxiliaire être, ça s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Quand c'est employé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. D'accord? Par contre, comment il s'accorde? Il s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. Lorsque celui-ci est mis pour COD. Lorsque le COD est placé avant le verbe. C'est seulement dans ce cas où le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre. Non pas avec le sujet, mais avec le COD. J'ai cueilli des mangues. J'ai cueilli quoi? Des mangues, COD. Les mangues que j'ai cueillies sont mûres. Le COD, les mangues, vient avant le participe accueilli. Cueilli ici va prendre IS. Nous y reviendrons dans les exemples. Mais retenez que les participes passés des verbes suivants n'ont ni féminin ni pluriel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. On ne va pas entrer dans transitif, intransitif, ça va être compliqué. Accéder se conjugue toujours avec l'auxiliaire avoir. Agir. Appartenu. Briller. Il a brillé. Nous avons brillé. Il est brillé. Bon, c'est une langue vivante certes, mais jusqu'au moment où nous parlons quand même, ça se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Cesser. C'est la même chose. Daigner. Douter. Exister. Ça, c'est des participes. Hésiter, insister, nuire. Le verbe nuire. Porter du tort à quelqu'un. Paru. Plus. Mais ici, le plus là, ce n'est pas le plus de pleuvoir. C'est le plus du verbe plaire. Elle m'a plu. Ou il m'a plu. C'est la même chose. Il n'y a pas d'accord.
Ressembler, même chose. Sembler, succéder, voyager. Il en est de même pour les verbes dits impersonnels. Qu'est-ce qu'un verbe impersonnel? Oui, Mme Diara? Ah, je l'avais déjà interrogé. D'accord, Karim. Voilà, Karim, vas-y. Très juste. C'est un verbe qui ne se conjugue qu'à la troisième personne. Donc, ici, les verbes impersonnels, fallu, le verbe falloir, neiger, venter ou plus, de pleuvoir, tonner, etc. Non, ni féminin, ni pluriel. Il n'y a pas d'accord dans les deux cas quand nous sommes au niveau du participe passé. Et ce qu'il faudra retenir, et nous l'avons dit tout à l'heure, les mangues que j'ai cueillies sont mûres. Et il ne faut pas écrire CI, hein? Beaucoup d'élèves là, vous écrivez CI au lieu de cueillir. Même des fois quelques adultes. Hein? Les mangues que j'ai cueillies sont mûres. Ce n'est pas le mur de la maison. Donc, chapeau. Ici, vous avez quel auxiliaire? L'auxiliaire, avoir. Mais là, nous avons ES. Pourquoi? Parce que le complément d'objet direct, là, COD, vient avant le verbe. En ce moment, le participe s'accorde en genre et en nombre, non pas avec le sujet, mais avec le complément d'objet direct. Nous allons après ça donc passer à la correction. On revient au C2, j'espère que vous n'êtes pas sortis, sinon il faudra les rappeler. Moussa, allez rappliquer vite, 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 vite. On va y aller. Là, c'était pour nos amis du C1. Comment amplifier les phrases. Un mouton belle dans la rue. Tu peux avoir ici, Pape, un joli mouton noir belle dans la rue. Et même rue, vous pouvez ajouter rue vide ou rue déserte, d'accord? Peut-être même que c'est à l'heure du couvre-feu. Et tu l'entends, tu dis, maman, un beau mouton gras, belle dans la rue. Et vous pouvez faire la même chose avec d'autres noms. C2 est toujours dans l'étape. Pour construire sa maison, Ndiogo Anne a acheté à la quincaillerie les matériaux suivants. 5 tonnes de ciment à 60 000 francs la tonne, 15 barres de fer à 4 500 francs l'une, 4 paquets de tôle à 50 000 francs le paquet. Consigne. Trouve 4 questions que l'on peut poser et note-les sur ton cahier. Et voilà, on peut calculer le prix du ciment et de, parce que tout simplement, vous avez vu qu'il a acheté 5 tonnes de ciment à 60 000 francs la tonne. Prix de l'unité fois nombre d'unités. Donc que ça soit ciment, que ça soit riz, que ça soit stylo, paquet, ce qui est important c'est le prix de l'unité multiplié par le nombre d'unités. Donc le prix du ciment est 2. Vous pouvez aussi calculer barre de fer, mais vous n'allez pas écrire ça comme ça. Vous allez faire comme vous avez fait avec le ciment. Le prix des barres de fer est 2. Parce que dans le problème, vous avez 15 barres de fer à 4 500 francs l'une. Donc il faudra calculer le prix total ou le prix des barres de fer, c'est la même chose. Et 3, le prix des paquets. C'est quel paquet? Oui, Yahilalo? Ah, paquet de tôle, merci. Donc, parce que tout simplement, vous avez aussi paquet de tôle à 50 000 francs le paquet. Donc, il faudra calculer le prix des 4 paquets de tôle. Et enfin, la dépense totale. Ou bien, combien Ndiogo Anne a dépensé en tout. Et je pense que je les vois déjà jubiler. Notamment chez Dr Massamba et chez Aïssa Toumbel. En tout cas, la concurrence faut pas chambrer ton grand frère. Hein. Voilà, la concurrence est rude et très très rude, inspecteur. À la maison. Oui. Et ça me plaît. Et j'aurais même souhaité qu'il y ait une caméra cachée
pour qu'on puisse, à la fin de cette émission, montrer ces enfants-là. Ce serait le bienvenu. C'est une compétition très très saine, Dr Massamba. Mais oui, ce qu'on appelle l'émulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de créer une compétition chez les enfants dans ce que j'appelle l'égoïsme, ce que j'appelle la compétition égoïste, c'est la compétition vers l'acquisition de matériel. J'ai un plus beau portable que toi, j'ai un plus beau, je sais pas, sac que toi. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est que nos enfants fassent une compétition. Je connais les verbes mieux que toi, je fais les fractions mieux que toi, etc. Une fois cette compétition-là, du savoir installé chez l'enfant, je pense qu'on lui donne les moyens de se débrouiller et d'être autonome dans la vie, parce que l'objet de l'école, ce n'est pas de transmettre des connaissances, c'est de réveiller le potentiel en chaque personne, chaque enfant, pour qu'il trouve sa voie dans la vie et qu'il soit un homme sociable. Merci beaucoup. Citoyen modèle. À Miss Mathématiques et à Miss Sciences. Mais oui, non, Miss Mathématiques, Miss Sciences, moi, ce sont mes Miss. Oui. Et je voudrais aussi féliciter tous les collègues dans les régions qui se battent pour que l'activité péripédagogique dans toutes les disciplines soit une activité phare. Nous avons à l'Assemblée nationale une députée jeune de 27 ans qui est sortie des clubs littéraires. Et je pense que nous avons aussi des mathématiciennes chevronnées dans les écoles de formation qui sont sorties des clubs de mathématiques, des clubs UNESCO. Oui, ce sont des lieux de savoir. Merci beaucoup, Dr Massamba. Merci pour ce beau discours, cet appel à l'endroit des enfants. Nous en avons besoin. En tout cas, mille merci. Je pense aussi que tout à l'heure, l'inspecteur a dit Mami Hilalo, ça fait penser à Ibrahim Ndiaye. Mais oui, qui nous a aidés, nous, quand nous avons voulu être compteurs pour enseigner les comptes. Et c'était ça la démarche. Nous avons rencontré Ibrahim Ndiaye et Mami Hilalo. Nous avons rencontré Defo Mapendessar. Nous avons rencontré le professeur Babacar Mbayendak. Et nous avons rencontré Mamda Ouad et nous avons rencontré Serigne Gonzalez. Et avec eux, nous avons appris l'art du conte pour enseigner de manière avec les techniques de l'oralité dans les classes, parce que pour nous, il nous fallait enseigner le français, mais l'enseigner en tant que Sénégalais à des Sénégalais pour qu'ils deviennent des gens lettrés dans cette langue française, mais qui restent ancrés dans leur substrat culturel. Ibrahim Ndiaye, Mami Hilalo, merci, mais Mohamed Ndiaye, ton fils, représente très très bien avec sa revue de presse. Merci beaucoup Dr Massamba, et grand respect à tous ces grands hommes de culture qui participent au développement de la culture au Sénégal. Et comme l'avait bien dit Senghor, la culture est au début et à la fin de tout développement, donc respect à vous. Maintenant nous allons passer aux mathématiques, Dr Massamba. Hier c'était les calculs matriciels, les matrices symétriques, triangulaires, diagonales, nulles. Et aujourd'hui, nous allons passer à l'étape des exercices. Monsieur Ndiaye, à vous maintenant pour la suite du cours sur les... je me perds un peu, les calculs matriciels, c'est bien ça? Merci beaucoup. Merci d'être là. Oui. Le premier geste avant de continuer. Avant d'attaquer le cours, attaquons d'abord Corona. Corona. Voilà. C'est rassurant. Merci Donc beaucoup. nous allons continuer sur les calculs matriciels. Et souvenez-vous ce qu'on avait fait la fois passée. Ça veut dire, c'est le petit rappel, produit d'une matrice par un réel. Ça veut dire, si vous avez une matrice qui est sur la forme A, I, J, I allant de J allant de 1 à P et lambda en réel, quelconque donnée. Maintenant, on va écrire lambda A égale lambda AI J. C'est-à-dire, chers élèves, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit multiplier chaque coefficient de la matrice par le réel lambda. C'est-à-dire, si on vous donne matrice A égale à 3, 4, 0, 1, 0, 0, 4, 5, 3, et lambda égale à 3. Donc, c'est 3 fois lambda. Ça va donner quoi? On va multiplier tous les coefficients de la matrice par le réel 3. Donc on multiplie d'abord par celui-là. 3 fois 3, ça va donner 9. 3 fois 4, 12. 3 fois 0, 0. 3 fois 1, 3. 3 fois 0, 0. 3 fois 0, 0. 3 fois 4, 12. 3 fois 5,
15. 3 fois 3, 9, chers élèves. C'est bon. C'est là où nous en sommes la dernière fois. Maintenant, c'est ce rappel-là que je voulais vous faire comprendre. Si on est dans R, vous savez que x, y égale à 0 équivaut à dire x égale à 0 ou y égale à 0. C'est-à-dire le produit d'un facteur est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul au moins. Bien pour les matrices. Sinon la matrice A fois matrice B égale matrice nulle, cela n'implique pas que A égale matrice nulle ou B égale une matrice nulle. Non. Même si on a une matrice nulle d'ordre n quelconque. Ceci n'est pas toujours vrai. Pour le comprendre, prenez cet exemple et vous le faites chez vous. Hein. Donc on a 2, 3, 2, 2, 0, 0 et une matrice B qui s'écrit sous la forme 0, 0, 11, 5. Vous voyez que cette matrice est non nulle, celui-là aussi non plus. Mais si on fait le produit A fois B, qu'est-ce qu'on aura? C'est bon? Donc on fera première ligne, première colonne, première ligne, deuxième colonne, ainsi de suite. On peut vous donner aussi d'autres matrices. C'est-à-dire, à la place de 0, on pourrait mettre 2. À la place de 0, on pourrait mettre 2. Et là, on met 0. Cette matrice-là est non nulle. Cette matrice-là aussi est non nulle. Mais si on fait le produit, qu'est-ce qu'on aura? Chers élèves. Donc, tout ça, c'est pour vous dire. Si on fait le produit à 0, là, c'est 0. Là, qu'est-ce qu'on aura? Maintenant, par exemple, je vous donne un autre exemple qui est plus clair à faire. Donc, si on dit une matrice A et une matrice B, cette fois-ci, cette matrice A, on peut avoir ici 0, 0. Et là, qu'est-ce qu'on peut avoir pour que la multiplication soit nulle? Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir ici 0, 0, 2, 1. Et là, 3, 2. Donc, si on fait la multiplication matricielle, première ligne, première colonne. Après première ligne, deuxième colonne. Après, qu'est-ce qu'on va faire aussi? Deuxième ligne, première colonne. Après deuxième ligne, deuxième colonne. C'est bon, chers élèves? Donc, pour vous dire que le produit de matrice peut être égal à 0, égal à une matrice nulle, sans que les deux matrices soient nulles, chers élèves. Donc, je peux vous donner plusieurs exemples de matrices qui ne vérifient pas. D'accord. Deuxième cas maintenant. On va essayer de résoudre cette équation. D'autres remarques aussi. Suivez. On simplifie, on ne peut pas simplifier dans certains cas de figure. Si vous avez A et une matrice de MNP, un coefficient réel, B, une matrice de MNP, un coefficient réel. Et C aussi. Là, je peux dire A, B et C. Et c'est ici une matrice à une ligne et colonne de même format ou de format quelconque à coefficient dans R. Donc le fait de dire AB égale AC n'implique pas que B égale C. Même si la matrice A, même si vous avez cette matrice A là, différente de la matrice nulle. Ceci n'est pas toujours vrai. C'est pour vous dire, on ne peut pas venir directement simplifier. C'est bon, chers élèves? C'est des cas qui sont différents. Parce que dans le cas, si c'était dans R, on peut simplifier. Si X est différent de 0, on peut simplifier par X. Mais pour les cas de matrice, non. Dans quel cas on peut simplifier? C'est-à-dire, cette fois-ci, si vous avez une matrice A, B et C appartient à l'ensemble des matrices MNR. Tel que, maintenant cette fois-ci, la A est inversible. Et A inversible.
dans ce cas de figure, je peux dire AB égale AC implique que B égale à C. Donc, il faut faire très attention à ces genres de figures. Il ne faut pas comparer parfois la multiplication des réels par rapport à la multiplication matricielle, chers élèves. Maintenant, nous allons résoudre cette application. Pour résoudre cette application, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, qu'est-ce qu'on demande? On demande une matrice A et une matrice B. Calculer les matrices. Calculer la matrice C. Donc, A est une matrice qui s'écrit sous cette forme. C'est égal à 1, 2, chers élèves, moins 1, 2, 2, 3, moins 1, 1, 0. Moins 1, 1, 0. Merci beaucoup, Assumbel. Et là, B, une matrice qui s'écrit sous quelle forme? Allez-y. Moins 3. Commencez à faire les maths maintenant. Moins 3, 0. Moins 3. Moins 1, 2. 0. Voilà, moins 1, 2. 7 et 1. 7 et 1. Bon, ça, je peux faire, mais bon. Ah, c'est plus ça. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on demande de faire? De calculer d'abord la première question. Calculer. Qu'est-ce qu'on doit calculer? Donc, calculons C. C égale à quoi? A au carré. Chers élèves, A au carré. Maintenant, pour les matrices, si on donne A au carré, il y a certains qui vont essayer de faire des identités remarquables avec les coefficients. Là, c'est impossible. A au carré pour les matrices, c'est A fois A. Donc là, c'est A fois A. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on doit regarder? Les conditions. Conditions. Quelles conditions? La condition qui est nécessaire et suffisante. C'est-à-dire, le nombre de colonnes de la première matrice doit être égal au nombre de lignes de la seconde matrice B. Si on fait A fois B, cette fois-ci on fait A fois A. Or, la matrice A a combien de colonnes? 3. La matrice A aussi, ça c'est la seconde matrice aussi, à 3 colonnes. D'accord? À 3 lignes. Donc dans ce cas, on peut faire la multiplication matricielle. Maintenant, pour faire cette multiplication matricielle, chers élèves, n'essayez pas de faire comme dans l'addition matricielle. N'essayez pas de multiplier coefficient par coefficient, ça c'est faux. Pour faire la multiplication matricielle, on doit multiplier première ligne, première colonne. Première ligne, deuxième colonne. C'est bon? Jusqu'à épuiser cette ligne. On fait la même chose. Deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne, deuxième colonne. Ainsi de suite. Maintenant, suivez, je vais vous donner une autre méthode qui est plus rapide pour faire cette multiplication matricielle. Là, on peut faire un petit tableau. Il faut bien comprendre ce tableau, c'est plus facile pour ne pas faire des erreurs de calcul. Voilà, je vais augmenter un petit peu ce tableau. Je vais augmenter peut-être ici. Et je vais le faire ici. Maintenant. Je vais faire ce tableau ici, comme ça, ça sera plus facile. On va voir. Bon, chers élèves, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Suivez. On doit faire première ligne, première colonne. Maintenant, on va l'écrire comme ça, cette ligne. Cette ligne, on l'écrit comme ça. On pense à transposer. On écrit cette ligne. 1, 2, moins 1. Qu'on va répéter ici. 1, 2, moins 1. 1, 2, moins 1. Première ligne. Qu'on va mettre sous forme de colonne. Deuxième ligne, pareil. Deuxième ligne, on le met ici. 2, sous forme de colonne. Hein? 2, 3. 2, 2, 3. 2, 2, 3. Après, qu'est-ce qui suit? Moins 1. Allez-y, inspecteur. 1 et 0. Merci beaucoup. Là, pareil. Moins 1, 1, 0. Moins 1, 1, 0. C'est une méthode facile à comprendre. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Les colonnes.
On est dans A donc. On fait A fois A. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, c'est quoi? Première ligne, première colonne. Donc, je vais écrire A d'abord, sinon, certains élèves vont faire des confusions entre les valeurs. Je vais mettre A comme ça. Les valeurs de A que je répète. 1, 2, moins 1. Je commence à utiliser V sinon. 2, 2, 3. Moins 1, 1, 0. 1, 2, moins 1. 2, 2, 3, moins 1, 1, 0. Donc là, vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait, chers élèves? Première ligne que j'ai écrit comme ça, 1, regardez, première ligne c'est quoi? 1, 2, moins 1, j'ai écrit comme ça. Première ligne, première ligne. Après, qu'est-ce que je dois faire? Deuxième ligne, pareil. Deuxième ligne, deuxième ligne, deuxième ligne. Ça, c'est une méthode. Troisième ligne, c'est ça. On va écrire sous forme de colonne. Moins 1, 1, 0, moins 1, 1, 0, moins 1, 1, 0. Maintenant, pour les colonnes, pour cette matrice-là, on prend les colonnes directement. Ça dit 1, 2, moins 1. Direct. Fois 1. Allez-y. 2. Et là, moins 1. On fait un trait ici. Et on calcule. 2 fois 1, ça fait 1. 2 fois 2, 4. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. On fait la somme. Ça fait combien? 6. Pareil, là aussi. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est première ligne, première colonne. Je dois remplir d'abord. Première ligne, première colonne. Et là, c'est quoi? Première ligne, deuxième colonne. Donc, c'est deuxième colonne que je dois récupérer. Je vais récupérer le reste maintenant. Deuxième colonne, 2, 2, 1. Et l'autre, 2, 1. 2, 2, 1. C'est bon. Là aussi, suivez, je peux continuer. Deuxième colonne, ça ne change pas. 2. Deuxième colonne, c'est 2, 2, 1. Là aussi, 2, 2, 1. C'est bon. La première colonne que je dois recopier. Première colonne, regarde là quoi? 1, 2, moins 1. 1, 2, moins 1. 1, 2, moins 1. Là, qu'est-ce qui reste? Troisième colonne. C'est là quoi? Moins 1, 3, 0. Encore ici, moins 1, 3, 0. Moins 1, 3, et là 0. Maintenant, suivez cette méthode qui est tellement rapide. 2 fois 1, là c'est 4. Là c'est moins 3. Si on fait la somme, qu'est-ce que ça donne? 3. Ça fait 3. Et là, pareil. Ça fait 4. Là, c'est 4. Et ici, c'est 3. Si on fait la somme, ça va donner quoi? 11. Et là, encore. Je vais faire. Ça fait moins 2. Là, c'est 6. Et ici, 0. La somme, ça fait 4. Là aussi, pareil. Ça fait moins 1, 2, 0. Si on fait la somme, ça va donner 1. Et là, ça fait moins 2, 2 et 0. Si on fait la somme, ça fait 0. Ça fait 0. Parce que là, c'est moins 2. Et qu'est-ce qui reste? Là, c'est 0. Là, c'est 3. Et là, c'est 1. La somme me donne 4. C'est bon? Et là, maintenant, qu'est-ce que ça donne? Moins 1. 6, 0. Si on fait la somme, ça va donner 5 qu'on doit mettre. Ça, c'est quoi? Première ligne, première colonne. Première ligne, deuxième colonne. Regardez ici maintenant, ça qu'on doit mettre. Deuxième colonne, c'est combien? C'est bon? Là, c'est combien le total? Hein? Deuxième colonne, ça va donner combien? Oui, là, ça donne 2. Ici, ça va donner 4. Ici, moins 1. Si on fait la somme, ça va donner quoi? 5. C'est bon? Maintenant, on va respecter l'ordre. Première ligne, première colonne, qu'est-ce qu'on a trouvé? 6. Première ligne, deuxième colonne, 5. Première ligne, troisième colonne, 8. Ainsi de suite. Là, 3, 11, 4. Ici,
8 ou 5 sur première ligne, troisième colonne. Ça, c'est 1. 1. Et là, c'est quoi? C'est 0. Ici, 0. Sur première ligne, troisième colonne, c'est pas 5. C'est 5, il a mal écrit. Ah, c'est 5. Oui, je l'ai mal écrit, c'est 5. Il n'a pas de place, il a 5. J'ai pas de place maintenant. Ça ressemble à un 8, mais c'est un 5. C'est un 5. Là-bas aussi, c'est un 5. Oui. D'accord. Donc là, c'est 8. Là, c'est 5. Oui. Et là, c'est 6. D'accord. Bon, nous, les littéraires, oui. Il faut nous expliquer. En haut, troisième carré, le troisième du tableau. Le troisième du tableau. On a moins 1. Là, c'est... Moins 1. Ça fait 5. Non, plus c'est 5. 6. C'est 5. C'est 5. Ah, d'accord. Oui. Là-bas, c'est 5. Donc, au lieu de 5 qui nous donne à la place de 8, c'est voilà. 5. C'est bon? C'est bon, oui. Maintenant, c'est quoi qu'on fait les produits matriciels? On peut faire sous forme de tableau. D'accord, chers élèves? C'est plus simple. Parce qu'il y a des élèves, c'est ça qui nous pose problème. Produits matriciels. Ils vont faire un nombre de lignes. Première ligne, si vous faites comme ça, première ligne, première colonne. Première ligne, deuxième colonne, ça va marcher. C'est les mêmes méthodes. Mais celui-là est plus facile et plus accessible. C'est bon, chers élèves? Maintenant, la deuxième question, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais vous expliquer seulement la deuxième question. Et les restes, vous pouvez les faire à la maison. La prochaine fois, peut-être, on va faire une méthode de pivot de gauche. Parce que la méthode de pivot de gauche, la plupart, ça pose des problèmes à certains élèves. Et pourtant, c'est simple. D'accord? Maintenant, le deuxième cas, je vais vous donner les indications seulement. La reste, vous pouvez les faire à la maison. Donc là, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On demande de calculer la matrice D. Qui est égal à quoi ici? B. T, c'est-à-dire transposé de B fois C. Maintenant, pour faire cette matrice, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? On ne peut pas le calculer directement. On nous a donné la valeur de B. B égale à quoi? C'est tout? Oui. Moins 3, 0, moins 1, 2. Moins 1, 2. Et 7, 1. Très bien. Et 7, 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit chercher? TB, la transposée. Si on fait la transposée de B, on note comme ça TB. Là, ça c'est première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Donc là, cette ligne sera quoi? Une colonne. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va écrire? Moins 3, 0. Et la deuxième ligne, c'est quoi? Sera quoi? Moins 1, 2. Et la troisième ligne sera une colonne. 7, 1. C'est ça la transposée de B. À partir de cette transposée, maintenant, on peut calculer D. D sera quoi? Transposée de B fois C. Transposée de B, maintenant, on remplace par sa valeur. Moins 3, moins 1, 7. 0, 2, 1. Multiplié par cette matrice C. Maintenant, quelle est la valeur de C? C'est au tableau, c'est le résultat. C'est le résultat qu'on avait. De A au carré. Maintenant, ici, on remplace le C par la valeur de A au carré. Or, pour la valeur de A au carré, qu'est-ce qu'on avait? Une matrice carrée d'ordre 3. 3 lignes, 3 colonnes. Dans ce cas, est-ce que cette produit matriciel est possible? Oui, c'est possible. Parce que ici, la première matrice a combien de colonnes? Chers élèves, la première matrice a combien de colonnes? 3 colonnes. Et la seconde matrice qui sera A au carré a combien de lignes? 3. Dans ce cas, ce produit matriciel est possible. Il faut comprendre les produits matriciels, l'addition matricielle. L'addition matricielle est commutative. En même temps, elle est associative. Mais le produit matriciel n'est pas commutatif en général. A fois B est différent de B fois A en général. Parce qu'il se peut que AB soit défini et BA ne soit pas défini. Raison pour laquelle il faut faire attention à ce genre de calcul. AB, c'est différent de BA. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Merci pour la précision et la concision. C'est pas évident de faire une épreuve de mathématiques en 15 voire 20 minutes, mais c'est d'abord un premier pas. C'est normal, Dr Massamba. Nous sommes loin des classes, nous sommes dans la salle des professeurs et souvent nous profitons du temps de récréation pour échanger dans la salle des professeurs avant la sonnerie, en fait. J'en profite aussi pour remercier vraiment tous les collègues de mathématiques, que ce soit SOS Mathématiques, que ce soit les collègues Charles
Charles Wade, tous ceux qui nous envoient des consignes, qui accompagnent aussi nos collègues, qui discutent avec eux des contenus et qui précisent les contenus. Je les remercie et merci du fond du cœur. Merci beaucoup, Dr Massamba. Après les mathématiques, nous allons voir la comptabilité et aujourd'hui, nous allons parler de dépréciation des stocks. Je pense que c'est pratiquement l'actualité, si on peut parler ainsi, parce qu'avec coronavirus, toutes les boutiques sont fermées, les économies sont à terre, donc c'est pas compliqué. Peut-être nous allons faire... Les Wolofs disent souvent que la dent ne rit jamais du bonheur et rit souvent du malheur. Mais moi, je pense que mon cours sera intitulé La dépréciation de coronavirus. J'espère bien. Voilà, c'est son stock de malheur que nous allons déprécier et apprécier son départ. Et voilà, nous avons de brillants jeunes collègues aussi. Vivement ce moment. Voilà, nous avons de brillants jeunes collègues qui volontairement viennent. Et j'en profite aussi pour remercier vraiment les ministres de l'Éducation nationale et le ministre en charge de l'enseignement professionnel, de la formation professionnelle et de l'apprentissage qui vraiment insistent et donnent des consignes aux chefs d'établissement que nous envoient ces brillants collègues. Merci beaucoup. Ils sont jeunes, ils sont brillants et ils sont là prêts à vous servir. Et parmi eux, M. Kounta Diop, il était là il y a quelques jours pour nous parler de la dépréciation des immobilisations, je pense bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la dépréciation des stocks. M. Diop, bienvenue. Bismillah. Dalal Jam. Merci. Merci d'être là. Astou Mben. Je vais, à l'instar de mes collègues professeurs, adopter les mesures préconisées par nos autorités. Vous avez raison. La dernière fois, il a été question de la dépréciation des immobilisations. Suite logique voudrait qu'on traite aujourd'hui la dépréciation des stocks. Mais avant tout, j'aimerais aussi faire comprendre à nos parents ce qu'est la comptabilité et son utilité. Très rapidement. Hein? Donc, le comptable, c'est comme le journaliste. Hein? Il passe des articles, d'accord, comme vous passez des articles pour informer nos populations. Nous aussi, nous passons des articles au quotidien pour informer de ce qui se passe dans l'entreprise. Seulement, nous n'avons pas la même information. Donc, vous, votre information, c'est sûrement coronavirus. Nous, notre information, c'est ce qui concerne l'entreprise. Notamment les opérations d'achat-vente, tout ce qui est opération de règlement et toutes les opérations, bien sûr, qui ont une incidence financière. Donc, j'aimerais dire que l'information comptable n'est pas une information du genre Astombean à parler du mal de docteur derrière son dos. Donc, ça, ce n'est pas une information comptable. Il faudrait qu'il y ait une incidence financière. Bref, le comptable, en quelque sorte, c'est un journaliste, en quelque sorte. Hein. Donc, maintenant, ces informations-là nous permettent, à la fin de chaque année, d'avoir ce qu'on appelle des états financiers. Donc, retenez, chers parents, que la finalité de la comptabilité, c'est la production d'états financiers. La production d'états financiers. Les états financiers qui sont le compte de résultat, le bilan, le tableau des flux de trésorerie, mais aussi l'état annexé. À quoi servent très rapidement ces états financiers? C'est des outils d'information. Donc, inspecteur veut participer à mon entreprise, il veut s'engager, mais il ne va pas le faire à l'aveuglette. N'est-ce pas? Il va demander l'état de santé de mon entreprise à travers, bien sûr, un document qu'on appelle bilan. D'accord? Les élèves, vous savez, vous connaissez la définition du bilan, document comptable qui résume en une date donnée la situation patrimoniale, je voudrais dire la richesse de l'entreprise. Donc, ça, c'était juste une introduction pour nos parents qui veulent connaître ce qu'est la comptabilité et son utilité. Retenez bien que la comptabilité est un outil d'information. D'accord? La comptabilité informe sur quoi? Ça informe sur la santé financière de l'entreprise, informe sur le résultat de l'entreprise, etc., etc. Maintenant, pour en venir à notre sujet, qui est la dépréciation des stocks. Astou, vous avez, disons, toujours votre commerce avec un lot de pullovers, col rond, qui reste à la fin de l'année. Il s'est trouvé qu'en décembre, ce qui est à la mode, ce n'est plus les pullovers, ce ne sont plus les pullovers col rond, mais col V. Donc votre lot de pullovers col rond avait une valeur de 25 millions. Et ce n'est plus à la mode. Selon toi, Astou, est-ce qu'il est possible de vendre ça à 25 millions? Est-ce que tu auras de 25 millions?
Non, et d'ailleurs j'en ai apporté depuis hier, sachant que les 25 millions ne vont pas tenir. C'est ça. Il est fort probable que vous ne puissiez pas avoir 25 millions sur ce lot de pullover collerons, puisque n'étant plus à la mode. Donc là, il convient de déprécier ce lot de pullover-là, qui n'a plus une valeur de 25 millions, mais une valeur moins importante. D'accord? Donc là, nous allons voir la dépréciation des stocks. Les stocks, ce n'est rien d'autre, ce ne sont rien d'autre que des biens que vous avez soit achetés, parlant des marchandises, soit produits, parlant des produits finis. N'est-ce pas? Et bien sûr, nous verrons aussi les stocks de matières premières. Donc, vous convenez avec moi que ce lot de pullover n'a plus une valeur de 25 millions, mais une valeur qui est moindre. Donc vous constatez à la fin de l'année la dépréciation, c'est-à-dire la perte de valeur probable des stocks. D'accord? Donc ici, la dépréciation, c'est quoi en fait? Nous pourrons dire que la dépréciation des stocks, c'est la constatation de la perte probable des stocks. N'est-ce pas? Mais qui est due à quoi? La dépréciation des stocks, ici dans notre exemple, est due à l'obsolescence. À l'obsolescence. Donc là, c'est-à-dire que votre lot de pullover est dépassé. C'est obsolète. Quoi? Waaw, xewatul. Bu xewatul. Waaw, bu xewatul rek yow fofu nonu valeur bi day wacc. Donc la dépréciation, c'est la constatation de la perte probable donc de ces stocks là. Mais cette perte probable est due à quoi? Est due à un événement qui est très normal, c'est-à-dire l'obsolescence, c'est dépassé. N'est-ce pas? Maintenant, cette dépréciation-là aussi peut être due à un autre phénomène. S'il s'agit par exemple d'un stock d'arachide, l'arachide servant à la fabrication de la pâte d'arachide, et que des rongeurs ont attaqué cet arachide-là, mais c'est aussi une dépréciation. Donc l'arachide peut être déprécié, mais est déprécié par un événement, disons, extraordinaire. Et à événement extraordinaire, on devra utiliser un compte extraordinaire. Donc, la dépréciation des stocks n'est rien d'autre que la constatation de la perte probable de ces stocks due à des événements qui sont quelquefois naturels, ou bien qui peuvent relever de l'exceptionnel. Maintenant, comment calculer la dépréciation? Vous verrez très rapidement qu'on peut définir la dépréciation comme étant une dépréciation irréversible, d'accord, liée à l'évolution du marché. Là, on voudrait faire allusion, bien sûr, à l'obsolescence, le dépassement. Mais aussi, ça peut être dû à des destructions partielles ou bien à un autre facteur. La comptabilité a même prévu d'autres facteurs qui pourraient déprécier nos stocks. Donc, ces dépréciations doivent être évaluées à la fin de chaque année. N'oubliez pas, sinon vous risquez de biaiser le bilan ou bien de surestimer la valeur de vos stocks. Votre stock n'étant plus égal à 25 millions, il faudrait calculer la nouvelle valeur de ce stock-là. Donc, il faudrait chaque année constater la perte de valeur probable des stocks et bien sûr, pour présenter un bon bilan et non pas un bilan biaisé. Maintenant, une fois cette dépréciation calculée, d'accord, il convient de l'enregistrer dans le compte 659, charge pour dépréciation d'exploitation, par le crédit du compte de stock, le chiffre 9 étant inséré entre le premier et le deuxième chiffre du compte. Donc là, vous aurez un 39. Donc, pour les stocks commercialisables, je fais allusion aux marchandises ou bien tout simplement aux produits finis. Donc, pour calculer la dépréciation, il nous faudra d'abord estimer la valeur économique qui est généralement déterminée en fonction du prix de vente, déduction faite des frais de distribution. Je rappelle que ces frais de distribution peuvent nous être donnés sous forme de décote forfaitaire. Très rapidement, pour en venir donc aux formules de dépréciation. La dépréciation sur les marchandises est calculée comme suit. Coût d'achat du stock final réel, moins, entre parenthèses, et n'oubliez pas la parenthèse, prix de vente probable, moins frais, dans la parenthèse, c'est-à-dire la valeur économique, n'est-ce pas? Donc, pour ce qui est des matières premières, la dépréciation nécessaire est égale à coût d'achat du stock final réel, moins, entre parenthèses, coût de remplacement plus frais.
les matières premières ne sont pas destinées à la vente, mais seulement à l'utilisation. Si votre arachide n'est plus conforme pour fabriquer la pâte d'arachide, il nous faudrait la remplacer. Donc là, on parle de coût de remplacement. Coût de remplacement plus frais, bien sûr, dans la parenthèse, n'oubliez pas. Pour ce qui est des produits finis, la dépréciation est ainsi calculée. Coût de production du stock final réel. Attention, les produits finis ne sont pas achetés, ils sont produits, n'est-ce pas? Ils sont fabriqués. Donc, coût de production du stock final réel, moins, entre parenthèses, prix de vente probable, moins frais. Une fois les dépréciations calculées. Maintenant, nous devons les journaliser. Nous devons passer les écritures comptables. La dernière fois, mes petits frères se moquaient un peu de moi. Quand ils me remettent le thé, ils me disent « mais grand, bibal, ajustement hausse ou la baisse ?» Donc là, il convient aussi de journaliser l'ajustement. Mais le SISC-OHADA, le système comptable de l'OHADA, préfère qu'on ne journalise pas cette fois-ci en matière de stock les ajustements, mais plutôt que vous soldiez la dépréciation de l'année dernière et que vous passez la dépréciation de cette année-là. Donc tout ceci pour beaucoup plus de lisibilité, n'est-ce pas? Donc je rappelle qu'après le calcul de la dépréciation, vous devrez journaliser. Certes, il est bon de journaliser l'ajustement sur la dépréciation des stocks, mais il est préférable, j'ai bien été clair, il est préférable de solder la dépréciation existante et de passer la dépréciation nécessaire. En quoi faisant? Je rappelle que la dépréciation existante, c'est la dépréciation de l'année dernière que nous allons voir tout à l'heure. Vous verrez dans votre exercice le 391, dépréciation des stocks de marchandises, ainsi de suite. Donc, comment solder? C'est en débitant les comptes de dépréciation constatés l'année dernière par le crédit du compte 759. 759, reprise de charges pour dépréciation d'exploitation. Donc là, c'est pour le solde des dépréciations existantes que nous verrons tout à l'heure. Maintenant, vous allez passer les nouvelles dépréciations, celles-là que vous venez de calculer. Vous allez les passer en quoi faisant? Débitant un compte de charge pour dépréciation d'exploitation par le crédit des comptes de stock concernés, bien sûr, le chiffre 9 étant inséré entre le premier et le deuxième chiffre du compte de stock. D'accord? Donc, solder la dépréciation existante, passer la dépréciation nécessaire. Mais attention, il se pourrait que l'exercice qui vous est donné soit en inventaire intermittent et dans 90% des cas, d'accord, les entreprises pratiquent bien sûr les inventaires intermittents, sauf bien sûr si vous avez des produits qui sont très rapidement périssables, il serait préférable d'utiliser quand même des inventaires permanents. Maintenant, pour ce qui est des stocks, si vous êtes en inventaire intermittent, il convient de solder le stock initial. D'accord? Comment solder le stock initial? C'est en débitant le compte de variation de stock par le crédit du compte de stock. D'accord? Il m'arrive quelquefois quand même de dire aux élèves que le compte de variation de stock pour le 31 c'est le 6031, le compte de variation de stock pour le 32 c'est le 6032, et quand je leur dis pour le 33 c'est toujours le 6033, et quand on leur dit 36, logique, ils voudraient dire 6036, c'est faux, c'est 736. Est-ce qu'on est bien d'accord? Donc c'est pas une logique pour logique. Donc ici le compte de variation de stock pour le 36 c'est bien le 736. Maintenant, si vous êtes en inventaire intermittent, à la fin de l'année, il convient de solder le stock initial que je vous montrerai tout à l'heure. Et bien sûr, de mettre en place le stock final. Maintenant, attaquons, s'il vous plaît, l'application. Mais rappelons-nous bien que la dépréciation, c'est quoi? C'est la constatation de la perte probable d'un élément d'actif. Donc, concernant les stocks, c'est la constatation de la perte probable d'un stock. On est bien d'accord? Comment calculer une dépréciation? Je vous ai donné les formules de calcul des dépréciations. Comment journaliser la dépréciation? Vous pouvez journaliser l'ajustement, c'est-à-dire faire la comparaison entre la dépréciation existante et la dépréciation nécessaire et le journaliser directement l'ajustement. Mais il est préférable, le SISC-OHADA préfère que bien sûr vous soldiez la dépréciation existante et que vous mettiez en place la dépréciation nécessaire. Maintenant, pour en venir à notre application, comment d'abord lire une balance? Parce qu'il y en a qui d'entre vous ne savent pas lire une balance. Ceci représente le stock initial. Tout simplement parce que là, je vous ai présenté un exercice avec inventaire intermittent, même si je ne l'ai pas signifié. Hein? C'est un inventaire intermittent. Ceci donc représente le stock les stocks initiaux. On est bien d'accord? Donc là, dans les données d'inventaire, ce que vous avez, ce qui reste en magasin,
représente les stocks finaux. On peut dire bien final, les stocks finaux. On est bien d'accord. Donc, et là, vous avez les dépréciations qui ont été calculées l'année dernière. D'accord? Nous sommes dans une balance avant inventaire au 31 décembre 2019. Je rappelle que la date de dernier inventaire, c'est le 31 décembre 2018. Et les dépréciations qui ont été calculées en 2018, les voici. On est bien d'accord? Maintenant, ici, on nous dit, dans les données d'inventaire, que les marchandises qui restent en magasin après vérification, c'est-à-dire que vous allez faire un comptage physique, une vérification extra-comptable, on l'appelle vérification physique. 1, 2, 3, vous vérifiez. Hein? Donc, vous avez trouvé en marchandise, j'ai directement donné la valeur, bien sûr. On pouvait donner la quantité et multiplier, bien sûr, par le coût qui est soit calculé selon la méthode du premier entrée, premier sortie que vous connaissez bien, ou bien selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Mais pour aller vite, je vous ai donné la valeur des marchandises qui restent en magasin. Il reste 38 millions de marchandises en magasin, dont un lot, j'ai bien été clair, il faut rien dire Olof. 38 millions de marchandises, ouais, un boubele 4, mais il donne 18 millions. Dont un lot acquis à 18 millions, dont le prix de vente probable est de 14 millions. Il ne s'agit pas de calculer la dépréciation sur 38 millions. Sur les 38 millions, il y a un lot séparé qui est là-bas, qui avait une valeur de 18 millions, dont le prix de vente probable est de 14 millions. Donc là, il conviendra de faire la différence entre la valeur en magasin de 18 millions et la valeur actuelle de 14 millions. Maintenant, nous allons résoudre ça. Vous allez voir comment calculer les dépréciations. Pour calculer la dépréciation donc sur ces marchandises-là, vous avez vu que la marchandise en magasin, il y a 38 millions, dont un lot de 18 millions qui a une valeur actuelle de 14 millions, compte non tenu bien sûr des frais qui s'élèvent à 150 000. Nous allons appliquer dépréciation nécessaire est égale à, on avait dit coût d'achat du stock final réel, c'est bien ça, moins, entre parenthèses, prix de vente probable, moins frais. N'oubliez pas, dans la parenthèse, nous allons appliquer dépréciation nécessaire égale coût d'achat du stock final réel. Le stock dont il s'agit, c'est 18 millions, c'est pas 38 millions. 18 millions, moins 14 millions qui constituent le prix de vente probable, moins les frais de 150 000. D'accord? Ce qui vous fait une dépréciation nécessaire de 18 millions, moins, là vous avez 13 850 000, sauf si je ne me trompe pas. Je ne suis pas mathématicien, mais en notion de priorité. Donc ce qui est dans la parenthèse vient en priorité. Hein? Donc vous avez la dépréciation nécessaire qui est égale à 18 millions moins 13 850 000 avec la vérification de M. l'inspecteur. 18 millions moins 13 850 000. Nous risquons de reprendre les calculettes là. Oui. C'est inspecteur qui est au contrôle. Donc, ce qui fait un inspecteur des finances. 4 millions, disons 4 millions 150 000, c'est bien ça? 14. Donc, 4 millions 150 000. Ok, ok. C'est 18 et 13. Vous vérifierez pour moi, hein? 4 millions 150 000. Ça, c'est la dépréciation nouvellement calculée pour, bien sûr, les stocks de marchandises. Je rappelle que la dépréciation existante, la dépréciation de l'année dernière était de 1 950 000 et que celle de cette année est de 4 150 000. Tout à l'heure, vous verrez que pour calculer, pour maintenant journaliser, il nous faudra annuler la dépréciation de l'année dernière et passer la nouvelle dépréciation. On est bien d'accord? Maintenant, pour ce qui est de la matière première, la dépréciation nécessaire est égale au coût d'achat du stock final, c'est ce qu'on avait dit, moins le coût de remplacement, plus frais cette fois-ci, ça m'a gagné. Plus frais, n'oubliez pas. On est bien d'accord? Donc, la dépréciation nécessaire est égale coût d'achat du stock final réel. Lisons. Matière première, 70 millions, dont la moitié, faites bien attention, c'est la moitié qui doit faire l'objet d'un remplacement probable. 70 millions, dont la moitié doit faire l'objet d'un remplacement probable. Coût de remplacement, 34 millions, frais, 100 000 francs. Donc, la moitié de 70 millions, divisé par 2. C'est cette moitié-là qui doit faire l'objet d'un remplacement probable. Moins, le coût de remplacement est estimé à combien? 34 millions. Merci. Mais cette fois-ci, plus frais. Frais de combien? De 100 000. Là, vous aurez dépréciation nécessaire qui est égale à 35 millions moins 30 millions 100 000. C'est bien ça? 35 millions moins 30 millions 100 000, ce qui fait 4 900 000. Moins 34 millions 100 000.
autant pour moi. Donc ce qui fait donc 900 000, hein, c'est bien ça, hein? Donc une dépréciation nécessaire de 900 000. Constatez avec moi que la dépréciation qui a été constatée sur les matières premières l'année dernière était de combien? De 3 millions, et que cette année nous avons une dépréciation de combien? De 900 000. Tout à l'heure vous verrez qu'avec la journalisation qu'on aura bien sûr un ajustement. Nous allons voir ça le prochain cours. Mais essayez avec vos professeurs respectifs de voir comment est-ce qu'il faudrait journaliser très rapidement ces dépréciations-là. Je vous remercie. À défaut, ils peuvent, je pense, retrouver le même exercice sur les applications. Non, ce ne sera pas avec les professeurs. Ce sera avec lui. C'est un enfant d'Undiamour, tu sais, c'est un fils de Tchamen, donc il ne va pas nous rentrer dans cela. Ça, et nous allons, c'est un fils de Tchamen, j'en profite pour saluer toutes les populations de ce Tchamen Kadior-là, dire qu'ils doivent être fiers de ce fils-là. Quand même, ces jeunes, cette jeune génération, bravo, bravo. Merci à l'État du Sénégal, merci aux écoles sénégalaises, merci aux formateurs sénégalais, parce que c'est grâce à vous que nous avons cette catégorie, machallah, de jeunes enseignants. Moi, il me donne envie de faire comptabilité. C'est de la très bonne graine. Merci, mais oui, mais tout cela est le produit de l'école sénégalaise. Et c'est pourquoi nous sommes là, pour que cette école-là ne soit pas attaquée par le Covid, parce que c'est une école de qualité, c'est une école de référence. Et nous nous battrons pour qu'ils transmettent leur passion à l'ensemble de ces jeunes de ce pays-là. Mais ils restent avec nous, ils ne sortent pas de la salle de classe jusqu'à la fin, jusqu'au retour des enfants. Si l'inspecteur valide, on le garde. Merci beaucoup. Merci, merci à tous. Merci bien sûr aux contributeurs. Donc je vous rappelle que je suis le fruit de vos impôts. D'accord? Donc je suis le fruit de ces impôts-là qui ont été versés par les Sénégalais. Donc je n'ai qu'à vous remercier, à vous tous Sénégalais. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'est de la bonne graine, c'est l'excellence, c'est la crème. Mais oui, vous savez, j'ai dit souvent, on peut avoir des appréhensions, on peut avoir des problèmes, on est des enseignants. Mais je dis, dès que tu mets le pied à l'entrée de la classe, oublie tes problèmes. Pense aux enfants et à la chance que tu as de faire des hommes et des femmes. Et cela, je le maintiens, c'est mon viatique et je pense que c'est le viatique des enseignants. Oublie tes problèmes dès que tu rentres en classe. Et un enseignant, dès qu'il rentre en classe, c'est comme un sportif qui rentre sur un terrain ou un comédien qui rentre en scène. Ils oublient généralement les problèmes. Et maintenant, on a d'autres espaces pour poser nos problèmes. Et ces problèmes, nous les poserons. Et l'État sait que nous, enseignants, nous sommes à l'avancée de toutes les acquisitions administratives dans ce pays. Et nous continuerons à être des enseignants, mais que des enseignants dans la salle des classes et à la salle des profs. Merci beaucoup, Dr Massamba. Merci à tous pour votre engagement. Merci, inspecteur. Merci, M. Ndiaye, pour ce cours sur les mathématiques, les calculs matriciels, et aussi mille merci à M. Diop Kunta pour ce cours sur la comptabilité. Merci beaucoup à vous, chers apprenants. Merci pour la patience. Restez avec nous. La salle des profs est ouverte pour vous. Restez avec nous et nous allons passer ensemble des moments exceptionnels. Merci beaucoup. Merci à l'équipe technique, à la production. Mille merci. Juste le livre à ne pas oublier, s'il vous plaît, chers petits ou bien chers apprenants. Prenez un livre, vous en faites un livre de la semaine, et demain vendredi, peut-être le week-end, nous allons en profiter avec un petit résumé que nous allons découvrir sur igfm.sn ou bien carrément sur la page Facebook de la salle des profs. En tout cas, partagez vos lectures, partagez vos cours, car nous en avons besoin dans ces moments difficiles. La solidarité doit être à la base de tout. Beaucoup de solidarité, beaucoup d'humanité, chers petits, chers apprenants. Mille merci. Encore une fois, ensemble, nous y arriverons. Vous êtes nos héros. Merci.